Il y a vraiment trop de trucs. Que ce soit dans l'animation, le jeu vidéo ou le cinéma, on est inondé de nouvelles productions chaque année et ça va vraiment pas en s'arrangeant. Et si en plus de ça vous êtes un peu comme moi et que vous aimez bien fouiller de temps en temps dans des trucs qui sont faits il y a 10, 20 ou 30 ans, bah ça en devient limite décourageant. Parce que même en devenant le plus gros porno live que la Terre ait porté, vous n'arriverez même pas à avoir la moitié de ce que vous voulez avant de crever. On pourrait se dire que c'est cool dans un sens. Ça veut dire qu'absolument tout le monde peut potentiellement trouver un truc qui lui plaît, même chez ceux qui n'aiment supposément rien. Mais le problème, c'est que ça influence directement notre vision de la fiction. On finit par plus les voir comme des consommables que des expériences. On en est arrivé à un stade où on se bouffe des saisons entières en une journée sans même réellement les apprécier. Bref, on traite ça comme des paquets de chips. D'ailleurs, les plateformes comme Netflix l'ont parfaitement compris. Et je dis pas ça parce que moi, contrairement à vous, j'aurai la bonne manière d'apprécier les choses. Même si c'est un peu le cas, on va pas se mentir. Mais plutôt parce que ça me donne une impression qui me plaît pas trop. L'impression que certaines parties des œuvres que l'on regarde sont aujourd'hui vues comme des corvées avant le plaisir, plutôt que comme des parties essentielles d'une expérience complète. Alors le premier exemple qui vous vient en tête, ce sont sûrement ces mecs qui vous proposent de sauter des arcs de séries longues, du genre One Piece. Ce qui est un conseil complètement con, ouais. Ça n'a pas de sens même, n'écoutez pas ces gens, ce sont sûrement des dangers publics en plus. Mais ce qui me vient en tête, moi, c'est l'introduction. Toute cette partie de l'histoire où les personnages, l'intrigue et l'univers se mettent en place. Du coup, on va parler de deux séries qui ont, à mon sens, absolument tout défoncé avec leur premier épisode. Made in Abyss, que vous connaissez sûrement déjà, sorti en 2017, et adapté du manga d'Akihito Tsukushi par Masayuki Kojima. Pas l'assassin du président, hein, un autre. Et L'autre monde de son titre original que je ne lirai pas, sorti en 99, et animé original réalisé et écrit par Akitaro Daichi. Du coup, on va un peu parler de ces deux séries. Ah, et en spoilant bien comme il faut leur premier épisode. Vous êtes prévenus. Du premier côté, on suit donc Riko, une jeune exploratrice qui va faire la rencontre d'un robot durant une de ses expéditions dans un gouffre sans fond appelé l'Abysse. Et elle va le ramener en douce dans son orphelinat. Et là, on apprend qu'il y a un système de classement parmi les explorateurs de l'Abysse, qu'il y a un véritable système d'éducation à cette profession, et que Riko veut plonger dans les profondeurs de l'Abysse alors que c'est qu'une débutante. Puis elle expliquera au robot qu'il se trouve à Ors, une cité s'étant bâtie autour de l'Abysse. Et de l'autre côté, on découvre le simple quotidien d'un jeune garçon nommé Shu, ses amours, ses rivalités, et son côté très extraverti et simplet. Puis il rencontre une fille aux cheveux bleus, qu'il va protéger contre un groupe d'assaillants, et ils finiront par tous se faire téléporter dans un autre monde. Alors les deux séries sont assez différentes, donc ça peut paraître bizarre de les traiter ensemble. Mais pour le coup, il y a vraiment des points de convergence. Et puis surtout, c'est plus pratique pour vous faire découvrir un truc moins connu en même temps. La principale similarité, c'est le coup du protagoniste qui va quitter un monde pour en découvrir un autre. Et ce pour tout le reste de la série. Donc il n'y aura pas d'aller-retour entre les deux mondes. Ou en tout cas, pas longtemps. Dans le cas de l'autre monde, c'est au sens littéral. Et il va changer de dimension. C'est ce qu'on appelle un isekai, et pour le coup, c'est l'un des rares animés du genre à avoir plutôt bonne réputation, même auprès des puristes. Les seuls autres qui me viennent en tête, c'est Aura Butler Dunby né Escaflowne. Et pour Made in Abyss, même si c'est pas vraiment un changement de monde, l'endroit où vont les protagonistes, l'Abyss, a quand même vachement l'allure d'un monde parallèle, et il est un peu traité comme tel pour le coup. Ensuite, dans les deux séries, la contrée de départ n'aura que peu d'influence sur la suite de l'histoire. Pour Made in Abyss, on pourra l'observer jusqu'au 3e épisode, mais dans le fond, entre la fin du premier épisode et la fin du 3e épisode, tout ce qui nous sera montré aura surtout comme but de nous préparer à l'Abyss. Et pour l'autre monde, c'est encore plus radical. La ville de départ n'aura strictement aucun impact sur l'intrigue. Donc il n'y a que leurs premiers épisodes respectifs qui se concentreront réellement sur leur lieu de départ. Et justement, ce qui est intéressant, c'est la manière dont est traitée la relation entre ces deux mondes dans ces deux premiers épisodes. Comment ils arrivent à rendre ces points de départ pertinents dans la structure du récit, malgré leur temps limité à l'écran. Bon, j'ai trop chaud, je finis demain. Les deux épisodes commencent plus ou moins de la même manière, en prenant le parti de nous plonger directement dans le quotidien des personnages, et ça sans même poser le contexte. Dans le cas du premier épisode de Made in Abyss, ce qui est intéressant, c'est toute la mise en place qu'il y a en amont de la révélation de l'Abyss. La première scène se déroule à l'intérieur de celle-ci, mais à ce moment-là, on ne nous avait pas encore expliqué qu'on y était. Puis quand ils en sortent et qu'ils rentrent chez eux, on ne fait que discrètement nous présenter des petits aperçus de l'immense gouffre. Des aperçus qu'on pourrait assez facilement manquer. J'avoue que perso, je les ai surtout remarqués en rematant l'épisode. Et pour le coup, c'est assez évident que c'est un choix du réalisateur. Et parallèlement à cette discrète mise en place, la série nous dépeint le quotidien des personnages. Et rien que là, ça arrive déjà à instaurer un truc intéressant. En fait, on se rend vite compte d'un truc. Les enfants que l'on suit ont de base une vie très violente, avant même qu'ils partent à l'aventure. Et malgré ça, l'anime prend le parti de préserver une vision enfantine de ce quotidien. Il y a un gamin qui a failli crever dans la première scène, mais juste après l'avoir sauvé, ils en parlent comme si c'était un contrôle de maths. Les enfants parlent de se faire suspendre à poil comme si on les envoyait au coin, et il y a des salles de punition à l'allure de pièces de torture, ou de BDSM ultra hard, au choix.
Ce qui est intéressant dans ce choix, c'est que non seulement ça crée un contraste qui déstabilise le spectateur, ce qui en fait obligatoirement un bon point, mais en plus, étant donné que ça se passe avant même que l'intrigue ne débute réellement, ça participe aussi à prévenir le spectateur de ce qui suivra dans la série, en termes d'intensité dramatique et graphique, tout en nous faisant comprendre indirectement que l'on n'a encore rien vu du tout. Puis il y a l'incroyable scène de fin d'épisode. On nous dévoile enfin l'abysse dans toute son immensité. Et honnêtement, je pense que c'est l'une de mes scènes préférées de toute la Japanimation. La manière dont le soleil éclaire progressivement toute la ville avant de dévoiler l'énorme gouffre, la composition musicale exceptionnelle de Kevin Pekin, tous les plans sur l'abysse qui arriveraient presque à me donner une sensation de vertige, et même la manière dont la narratrice présente le gouffre. Il y a une telle alchimie entre tous ces éléments, et je sais pas comment c'est possible, mais ça arrive simultanément à transmettre une sensation d'émerveillement et de terreur. Et ça, c'est vraiment loin d'être facile. Sincèrement, j'ai rarement ressenti un truc pareil devant un animé. Ça m'a tellement marqué que j'ai dû attendre quelques jours avant de mater la suite, qui vaut largement le coup pourtant. Mais là, c'était vraiment trop incroyable pour que j'enchaîne avec autre chose. Maintenant, l'autre monde. Alors dans le cas de cette série, la proposition est un peu différente, mais la structure de l'épisode est à peu près la même. Avec cette idée de faire un épisode décrivant statu quo tout du long, jusqu'à la révélation finale du, entre guillemets, nouveau monde à la toute fin. On garde cette même impression d'un épisode d'introduction à l'allure d'arc narratif complet, avec une amorce, un développement tout du long, et une conclusion à l'allure de climax de fin de saison. Sauf qu'ici, il n'y a aucune volonté de déstabiliser le spectateur avec le statu quo. Le quotidien de Shu est celui d'un jeune garçon, tout ce qu'il y a de plus normal. Ce qui est intéressant ici, c'est toute l'énergie qui est mise pour décrire ce quotidien. Ça prend quand même plus de la moitié du premier épisode. Alors que, comme je l'ai dit avant, ça n'aura aucun impact sur le reste de l'intrigue. Mais quand on y réfléchit, c'était sûrement l'une des manières les plus efficaces de rendre pertinente la présence de deux réalités. Surtout dans un laps de temps aussi limité. Parce que j'ai oublié de le préciser, mais cette série ne fait que 13 petits épisodes. Cette partie de l'épisode n'est donc pas intéressante pour les événements qui y sont décrits, mais parce qu'elle illustre le rapport du protagoniste à sa réalité. Et ce qu'on en tire, c'est que Shu est un véritable archétype sur pattes. Bon, sincère, pur, courageux, persévérant, constamment positif, mais surtout qui tend à s'attacher et à comprendre tout ce qui l'entoure. Et ces traits de personnages caricaturaux ne sont absolument pas un défaut. Au contraire même, on voit très bien que c'est totalement voulu. Et la scène qui illustre le mieux ça, qui est aussi l'un de mes passages préférés de la série, c'est son espèce de discussion avec la fille lorsqu'il la rencontre. Et je mets des guillemets parce que je sais pas si on peut vraiment appeler ça une discussion. Voilà comment la scène se déroule. Shu aperçoit la fille sur une des tours de sa ville. Il monte sur une de ses tours pour s'approcher d'elle, ce qui donne au passage une chouette esthétique avec cette distance entre les personnages, qui symbolise la distance entre les personnages, au sens figuré donc. Et là, pendant à peu près 6 minutes, dans un épisode de 20 minutes je le rappelle, on le voit tenter par tous les moyens de briser la glace, de la comprendre. Alors qu'elle est muette et réagit à peine. Il lui lance des chaussures, essaie de deviner son nom et lui raconte plein d'anecdotes de sa vie au hasard. Bref, il essaie de réduire cette distance qui les sépare. Tout ce qu'il arrivera à obtenir, c'est son nom, Lalaru, et son obsession pour le soleil qui se couche, sans qu'on en comprenne réellement la raison. Et non seulement c'est une scène assez touchante en elle-même, mais elle prend encore plus de force quand on a vu le reste de la série. Je vais pas trop spoiler, mais le thème principal de la série, ce sera la guerre, et toutes les violences qui en découlent. En fait, le but de la série, ce sera de voir comment réagira le positivisme et l'empathie de Shu face à toute cette violence. Et la scène qui incarne le mieux cette confrontation, elle se trouve justement à la fin de cet épisode. Les assaillants, Shu et Lalaru, sont transportés dans l'autre monde, dans une sorte de forteresse. Là, la course-poursuite continue, jusqu'au moment où ils arrivent à la récupérer pendant que Shu fait une chute l'emmenant à l'extérieur du bâtiment. Et là, on a ce passage. Un premier plan magnifique sur le soleil, un sublime travelling arrière mettant en valeur ce nouveau monde, et au même moment un changement brutal de style de musique. Franchement, comparé à Made in Abyss, c'est une scène très courte, mais elle est géniale. Déjà, on a cette manière de traiter le soleil, qui justement rentre en opposition avec son traitement dans le monde d'origine du héros. Il était dans un premier temps montré comme éloigné et inoffensif,
puis extrêmement proche et menaçant. Et si on ajoute à ça la musique qui nous fait comprendre à elle seule la nature violente de ce nouveau monde, et le travelling arrière qui lui nous en fait saisir toute la portée, alors on saisit de manière frontale le questionnement qui fera le sel du reste de la série. Est-ce que quelque chose d'aussi pur et petit que Shu peut subsister ou même agir dans quelque chose d'aussi immensément implacable que la guerre? Pour le savoir, faudra mater la série, que je vous conseille du coup très fortement. Il n'y a vraiment pas assez de gens qui l'ont vu. C'est violent sans être gratuit, ambitieux mais maîtrisé, et même touchant sans être larmoyant. Et je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire, du coup salut et à la prochaine.